Bienvenue sur Ici Écho. La gravité de la situation des patients oncologiques au Liban atteint des niveaux critiques en raison du manque de traitements efficaces ou abordables, mettant ainsi en péril la vie de 30 000 patients libanais. Face à la souffrance croissante des patients atteints de cancer au Liban, il est impératif de pointer du doigt les responsables. Au Liban, chaque fois qu'un responsable, un ministre ou un gouvernement échoue dans la réalisation de ses missions, il s'empresse de s'en laver les mains en rejetant la responsabilité sur le gouvernement précédent, la situation économique précaire, la Banque centrale, les opposants politiques, etc. Certes, nul ne peut nier l'impact du fardeau de la crise économique et financière, mais cela ne devrait pas servir de prétexte systématique à chaque tournant. Dans un état de droit, un dirigeant incapable de gérer avec compétence une situation délicate ou une crise devrait immédiatement céder sa place à une autre personne qualifiée. Au Liban, la situation actuelle est plutôt sombre. Ce pays qui a longtemps été la destination privilégiée des patients du Moyen-Orient pour les soins hospitaliers a été parmi les pionniers de la région à s'engager activement dans les essais cliniques et à adopter les toutes nouvelles thérapies médicales. Cependant, aujourd'hui, en raison d'une diminution significative des financements alloués au ministre de la Santé, le gouvernement envisage une réduction drastique des subventions, se limitant aux médicaments anticancéreux utilisés dans les protocoles des pays pauvres. Durant cet épisode, nous nous penchons sur les questions liées aux médicaments du cancer et des maladies chroniques et incurables avec le chef de service d'hématologie et oncologie pédiatrique de l'hôpital Saint-Georges CHU Beyrouth, Dr Peter Noun. Dr Noun, Bonjour. c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est le mien. Merci. Aussi avec le président du syndicat des importateurs de médicaments, Joe Raïb. Monsieur Raïb, Bonjour. toujours un plaisir. De même, va nous rejoindre le président de l'Ordre des pharmaciens, Dr Joe Saloum. Dr Saloum, aussi un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, M. Maurice. Bonjour à tout le monde. Bien voilà, au Liban, les victimes ne sont que la conséquence directe du manque d'engagement de l'État à assurer l'accès aux traitements efficaces. Alors que la recherche scientifique progresse pour guérir des cancers autrefois considérés comme incurables, le gouvernement libanais semble progresser dans ses efforts de lutte contre cette maladie. Vous êtes d'accord, monsieur Dr Noun et monsieur Raïb? Tout dépend du budget. Quand on parle au ministère de la Santé, le problème, et il va expliquer aussi M. Raïb, donc le problème essentiel, c'est le budget. On a des promesses cette année que le budget du ministère de la Santé va augmenter un peu. Est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non. Donc, puisque si vous parlez de tout ce qui est innovateur, les nouveaux médicaments donc pour les maladies qu'on disait autrefois incurables et qui, avec le progrès de la médecine, donc on essaie de les donc guérir. Donc ça, c'est encore, on est un peu loin et il va vous expliquer, on parlait avant aussi des bureaux scientifiques qui commencent à partir. On laisse les bureaux scientifiques d'ici quelques minutes, où nous allons parler de ça. Mais monsieur Raïb, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Plusieurs développements qui se sont faits depuis 2019. On a commencé avec une crise qui était très aiguë et la subvention couvrait la totalité des médicaments les plus banals aux médicaments les plus complexes. Et par faute de moyens et par faute de budget, comme l'a précisé le Dr Noun, le ministère de la Santé a été obligé de rationaliser l'utilisation de son budget. Donc l'orientation est d'utiliser les fonds qui sont mis par le gouvernement à la disposition du ministère de la Santé pour l'achat de ces médicaments uniquement sur les produits qui appartiennent à des catégories de prix élevés, qui sont des produits relativement chers pour des maladies complexes à traiter. Donc il y a eu un phénomène de rationalisation pour donner la priorité à ces médicaments qui appartiennent à des catégories de prix élevés et qui sont aussi des traitements chroniques, parce que ce sont des traitements qui s'inscrivent dans la durée et dont le poids financier sur les patients est très élevé. Et cette situation est exacerbée par le fait que les tiers payants n'existent pas aujourd'hui. On était dans un pays dont le système de santé était supporté par un nombre de tiers payants, comme la Caisse de sécurité sociale, comme la coopérative des fonctionnaires de la fonction publique, comme les forces de sécurité intérieure, le ministère de la Santé. Tous ces tiers payants, aujourd'hui,
ne sont pas en mode opérationnel parce que les fonds qu'ils avaient constitués ne valent plus grand-chose. Donc, il y a un processus essentiel pour la reconstitution du système de santé, c'est la reconstitution des fonds de ces tiers payants, dans une première Docteur À cause Saloum, de ça, oui. il y a un peu plus cette année des gens qui ont fait des assurances privées. Donc on a un peu plus des assurances privées. Mais ça couvre qu'une petite partie de la D'accord. population. Ça, c'est libanaise. clair. Docteur Saloum, vous êtes en contact direct chaque jour avec les malades. Décrivez-nous un peu la situation. Eh bien, la situation des patients est malheureusement, elle est pénible. La plupart des malades souffrant de cancer ou de maladies graves, comme a indiqué Dr Pierre Moon et bien indiqué Naïm Joureyeb, tels que le MS et les maladies de cancer, n'ont pas accès à leurs médicaments, faute au budget et faute à la situation qui est présente maintenant. Ces médicaments qui ne sont pas disponibles ou en quantité insuffisante, les patients ils ont recours au marché noir dans lequel la plupart des médicaments sont falsifiés. Tout à fait. Ça, c'est très vrai. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai parce que depuis le début de la crise, il y a eu une émergence de bandes organisées qui ont profité de la non-validité et non-présence de certains médicaments et qui ont introduit des médicaments falsifiés. Mais j'aimerais revenir sur ce que Joe Saloum a dit. Oui, il y a eu des périodes intermittentes de shortages sur les médicaments anti-cancer. Mais en même temps, j'aimerais aussi mettre la lumière sur certains éléments positifs qui ont été faits pour qu'on puisse se concentrer aussi sur les points défaillants et les adresser. Au niveau des éléments positifs, le Dr Noun a précisé qu'au niveau des tiers payants, il y a énormément de citoyens qui ont aujourd'hui accès à une assurance privée. De plus en plus. De plus en plus, surtout les... On ne dépasse pas les 35%. Non, on ne dépasse pas les 35%, mais c'est quand même 4 fois plus que ça ne l'était avant la crise. C'est vrai. Parce qu'avant la crise, les assurances privées se faisaient en dessus des couvertures sociales telles que la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc ça couvrait la différence. Les 20%. Alors qu'aujourd'hui, les assurances privées sont en remplacement des tiers payants. Donc en fait, ce qui a été fait, c'est que le ministère de la Santé a donné la possibilité aux patients qui ont des couvertures en ce qu'on labelle en fraîche, Oui. de pouvoir avoir accès à des médicaments qui ne sont pas dans le cycle de la subvention. Donc la présence de ces médicaments se trouve de manière beaucoup plus régulière parce que le flot de paiement aux fournisseurs ça se fait à partir des compagnies d'assurance. Ça se fait à partir mais des malgré compagnies ça d'assurance. aussi, tout doit passer par le Meditrack. Donc tous ces médicaments... Oui, c'est le système de tracking. Oui, on il est faut tout à fait traquer d'accord, tous les médicaments. mais la disponibilité est là. Oui. Donc, étant donné qu'on a donné la possibilité aux patients, que ce soit les patients étrangers, les patients qui ont des couvertures d'assurance en fraîche, d'avoir accès à ces médicaments, ça a diminué la pression sur les médicaments qui sont subventionnés et qui sont dédiés aux patients qui sont les plus vulnérables financièrement. Donc, même avec un budget qui a été revu à la baisse, le fait que cette politique a été adoptée, ça donne la possibilité d'avoir un nombre de médicaments qui pourrait relativement, je ne dirais pas, ça ne couvre jamais, parce que ça vient de manière intermittente, les médicaments arrivent de manière intermittente. Maintenant, ce qui s'est passé, parce que surtout durant la période de fin d'année, on a remarqué que les associations de support des cancers les associations de support de patients qui souffrent de maladies, de maladies cancéreuses se sont mobilisés. C'est dû, si je veux dire, à des retards administratifs au niveau de
l'allocation des fonds qui a été faite par le gouvernement et le transfert de ces fonds à la Banque centrale. Bah, c'est ça. Juste parce qu'hier, durant cette semaine, à l'issue de la réunion qui s'est tenue mercredi entre le Premier ministre sortant Najib Mikati, le ministre sortant de la Santé Firas Abiad, il a été décidé d'œuvrer à l'application de l'accord en vertu duquel la somme de 1000 milliards de livres libanaises serait assurée mensuellement pour subventionner des médicaments pour le cancer et les maladies chroniques. Oui, mais C'est une solution. c'est ça. Ah, pardon, allez-y. Non, on était en réunion hier avec tout le groupe on fait avec le ministère de la Santé et beaucoup d'associations à l'étranger, donc pour faire un cancer plan, donc 2023-2028, pour éviter des problèmes comme ça et pour être à la hauteur de le Liban, c'est l'hôpital de l'Orient, donc on va essayer de garder ce qu'on avait. On est loin un peu, mais on essaie de faire ça sur 5 ans. Donc on nous a dit hier qu'il y aura 11 millions de dollars par mois pour les médicaments chers. Il expliquera, M. Rehaïb, il connaît mieux que moi les médicaments, comment ils sont classifiés. Mais donc pour les médicaments chers, 11 millions. Donc les médicaments essentiels de tous les jours qui sont moins que ça ne seront plus subventionnés. Monsieur Rehaïb, donc ça c'est clair. Expliquez-nous un peu comment la répartition... Je voulais rajouter un élément, Oui. parce que généralement, la gestion de l'exécution de ces processus a un impact sur la présence des médicaments. Parce que si le médicament n'est pas là sur 1, 2, 3 semaines, ça a un impact énorme sur les patients. Donc en fait, aujourd'hui, la situation est que sur les 3 à 4 prochains mois, les fonds ont été déjà décidés en septembre, durant le Conseil de ministres de septembre, et il y a eu une allocation de fonds qui va couvrir les 3 mois à venir. Le ministre de la Santé, avec le support du chef de la Commission de la Santé au Parlement, ont œuvré à l'obtention de 10 millions supplémentaires sur une année supplémentaire. Dr Noun a mentionné quelque chose, c'est que malgré tout ce qui se passe, la catégorisation des médicaments va être sur les médicaments chers. En même temps, Dire cher, c'est dire... au-dessus de $200. D'accord. Au-dessus de 200 à $300. Donc pour ces médicaments, la liste qui a été mise par le ministère de la Santé reste quand même une liste où il y a pas mal de médicaments qui sont des médicaments d'innovation. Il faut reconnaître quelque chose, Maurice, et je pense que Dr Noun peut le confirmer, c'est que nos médecins au Liban, qui sont énormément exposés à ce qui se passe dans le reste du monde, ont énormément de réticence à accepter de revenir sur des traitements qui ont 10, 15 et 20 ans. Donc, malgré tout ce qui se passe, et le plan qui est mis par le ministère de la Santé et le National Cancer Plan sur lequel Dr Noun travaille en l'occurrence, nous donne encore la possibilité d'avoir accès à des thérapies qui sont des thérapies relativement avancées avec des chances de rémission et de cure pour les patients qui restent relativement élevés. Et ça nous a aidés, comme il a expliqué M. Rehaïb. Oui. Donc, vu que maintenant, il y a plus de gens assurés, donc les médicaments qui sont plus chers ne sont plus subventionnés, donc il y a plus d'argent pour ces médicaments innovateurs, mais aussi c'est encore limité, donc il ne faut pas crier joie, donc on est encore loin. Donc, ça, c'est très important en ce qui concerne les protocoles utilisés dans des pays considérés comme des pays pauvres. Permettez-moi de poser la question à Dr Saloum. Dr Saloum, en raison d'une diminution significative des financements alloués au ministère de la Santé, le gouvernement certainement envisage aujourd'hui une réduction des subventions, se limitant aux médicaments anticancéreux utilisés dans des protocoles utilisés dans des pays pauvres. Ça se passe comment? Oui. Eh bien, la subvention des médicaments qui existent dans des pays pauvres, maintenant, va se répercuter négativement sur la qualité des médicaments, malheureusement. Et je pense que les médecins au Liban qui sont exposés aux nouvelles interventions et la nouveauté qui se passe à l'étranger vont refuser telle sorte de protocole, surtout en ce qui concerne les médicaments oncologiques et les maladies graves. Par contre, les médicaments de qualité, de basse qualité, concernant les produits chroniques, ils sont pleins dans le marché noir. Si tu permets, Maurice, certainement. J'ai 2 précisions. La première, c'est tu as qualifié de pays pauvres ou de pays qui sont économiquement moins avancés.
il y a quelque chose qui est très important, sur lequel on doit être aligné, c'est que tous les pays du monde gèrent leur système de santé avec un facteur budget. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a l'argent. Ça veut dire qu'il s'appelle quelque chose. Ça veut dire qu'il s'appelle quelque chose qui est la pharmacoéconomie. Oui. La pharmacoéconomie, c'est quoi? Ça consiste à s'assurer qu'avec un budget donné, on arrive à avoir un taux de succès au niveau de la gestion de nos patients qui est optimal. Donc, dans tous les pays du monde, ça existe. En Angleterre, il y a un protocole qui s'appelle NICE. En France, il y a d'autres protocoles. Ça existe dans tous les pays du monde parce qu'il n'y a aucun pays qui a un budget illimité. En même temps, pour revenir sur ce qu'on disait... Donc, cela crée la contrainte. Voilà. C'est le maximum. C'est l'optimisation par rapport au budget, de la gestion des budgets pour s'assurer qu'on arrive à avoir les meilleures thérapies. Par ailleurs, aujourd'hui, les protocoles qui ont été mis, je ne suis pas tout à fait d'accord que ce sont des protocoles qui limitent l'accès à des médicaments non innovants. Non. On le sait, les importations qui ont été faites le mois passé, dans la liste des produits qui ont été importés et dans la liste des produits qui a été mise par le ministère de la Santé, on est sur des produits qui sont extrêmement chers, des produits qui sont relativement avancés, des produits qui ont été enregistrés sur les 4 dernières années, qui sont encore aujourd'hui des produits assez avancés. Comme il a parlé du NICE en Angleterre, donc maintenant il y a des comités. Donc, si n'importe quel médecin veut peut-être utiliser un médicament innovateur, mais on trouve que dans ce cas, on peut ne pas le faire. Donc, c'est les comités maintenant au ministère de la Santé avec des médecins qualifiés de tout le pays. Donc, pour cela, il y a le Meditrack, ce qui a fait qu'on a utilisé un peu moins avec de bons résultats. Donc, parfois, il y a eu une surutilisation de ces médicaments. C'est ce que le ministre nous explique. Alors, en même temps, Dr. Moon, vous pouvez le confirmer, mais je pense qu'aussi, on utilise le médicament avec le profil de patient qui a le higher success rate de cure. Il a parlé des médicaments qui sont contrefaits, qui arrivent sur le marché. Sur le marché noir. Sur le marché noir. Aujourd'hui, on est en train de parler des médicaments contre le cancer. Mais sur la majorité des médicaments, en représentant des importateurs, ce que j'aimerais préciser, c'est que la majorité des médicaments qui généralement des médicaments pour les maladies non complexes qui sont vendus en pharmacie, les distributeurs ont réussi à reconstituer un stock stratégique qui va de 3 à 6 mois. Donc nous invitons les citoyens et les malades à essayer d'éviter d'aller sur des réseaux parallèles pour avoir ces médicaments, parce que les conséquences de l'interaction avec ces réseaux parallèles est ce que je qualifierais de mafieux et de criminels, parce que les cas qui ont été recensés sont mortels. Moi, j'en ai eu 5 cas très graves. Des cas mortels. Sont d'une violence inouïe. Donc, sur la catégorie de produits, non pas les produits d'oncologie qui se donnent généralement dans les hôpitaux, qui sont des produits qui appartiennent à des catégories de prix très élevées, j'aimerais rassurer que le stock stratégique a été reconstitué. Mais certains de ces produits ont été vendus dans des pharmacies, Dr Saloum. Oui. Notre rôle, c'est sur les pharmacies illégales. Nous prenons tout notre rôle. Nous allons plus loin de notre rôle par notre relation avec la justice et l'armée libanaise. Très bien, docteur. Moi, une question à M. Reib concernant les médicaments et l'importateur, parce qu'on nous dit qu'il y a des médicaments essentiels qui sont encore très efficaces et qui ne sont pas chers, mais on ne les trouve pas. Donc, en oncologie, surtout en oncologie pédiatrique, même dans tous les... Puisque les médicaments pas chers, essentiels, et ils sont en rupture. Donnez-nous un exemple. Par exemple, là, il y a 2 semaines, on a eu la doxorubicine qui est dans tous les protocoles. Elle n'existait pas, Christine, des hauts et des bas. Maintenant, on ne trouve plus le vinorelbine, vinblastine. Donc, c'est des médicaments qui ne sont pas chers, mais les importateurs trouvent des difficultés à les amener. Je prendrai le nom des médicaments offline pour essayer de vérifier. Parce que nous, ce que je sais, c'est que sur la majorité des produits qui appartiennent à ces catégories de prix, il peut y avoir des cas spécifiques et je vais dire quelle peut être la raison pour ces cas spécifiques. Mais en général, tous les produits qui appartiennent à des catégories de prix qui vont entre 1 et 200 $, 85% de ces produits aujourd'hui sont disponibles sur le marché. Qu'est-ce qui peut se passer à certains moments? C'est qu'il ne faut pas oublier que
les laboratoires pharmaceutiques ont encore énormément de dettes au Liban. Oui. Donc, dans certains cas spécifiques, certains distributeurs, avec les laboratoires qu'ils représentent, n'ont toujours pas résolu le problème des dettes qu'ils leur doivent. Donc, ce qui fait que ça impacte l'importation de certains produits. Mais la majorité des relations entre les distributeurs et les fournisseurs a été streamlined d'une certaine manière, a été réévaluée. Et ça n'empêche qu'il y a un montant substantiel de 170 millions de dollars qui est encore dû aux fournisseurs. Il était à 600 millions, aujourd'hui il est à 170. C'est beaucoup mieux, mais ce n'est quand même pas marginal. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces bureaux scientifiques? Ça veut dire quoi un bureau scientifique Il y a plusieurs éléments. Donc déjà, qu'est-ce qu'un bureau scientifique? Qu'est-ce qu'un bureau scientifique? Un bureau scientifique est un bureau de représentation qui gère l'aspect scientifique et l'aspect médical des produits, et généralement leur interaction se fait avec le corps médical, avec ce qu'on appelle le healthcare professional, alors que les distributeurs sont en charge de gérer la relation commerciale. Le retrait de ces bureaux scientifiques, et on va expliquer les raisons pour lesquelles ces bureaux se sont retirés, le retrait de ces bureaux scientifiques est principalement dû à plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont dû essuyer des pertes sèches et un non-recouvrement de dettes sur le marché libanais. Donc, ce qui fait c'est que leur trésorerie leur ont donné l'orientation de ne pas exporter leurs médicaments sur le Liban avant d'avoir une résolution de la situation financière. Une deuxième raison est que la taille du marché du médicament au Liban a diminué de plus de 50%. Et ça, c'est dû au sujet qu'on a abordé, c'est la non-présence des tiers payants. Il n'y a aucun système de santé qui fonctionne uniquement sur les assurances privées et sur ce qu'on appelle le out-of-pocket. C'est que c'est self-coverage. Oui. Ça veut dire, tiens, un problème, tu n'as aucune... Tu as de l'argent, tu n'as aucun tiers payant. Ajouter un truc. Mais juste pour continuer les raisons. Donc, sur les raisons. En ce qui concerne les bureaux scientifiques. Donc, premièrement, il y a des problèmes financiers qui sont dus aux dettes. Deuxièmement, la taille du marché a été complètement décimée. Et ces bureaux scientifiques ont redirigé leurs ressources sur des territoires où ils ont... Quelles ont été les conséquences? Ils ont une activité. Ce qui a été fait est très important de préciser. Fermeture de bureaux scientifiques pour certaines multinationales ne veut pas dire que les produits ne sont pas disponibles. Les produits continuent à être importés. Les impacts se font où? Les impacts se font, premièrement, c'est qu'il pourrait y avoir moins d'appétit à introduire des produits innovants. Nous, on est très fiers d'avoir le label d'hôpital du Moyen-Orient. L'hôpital du Moyen-Orient est constitué par deux éléments. Des médecins extrêmement compétents, mais aussi les moyens pour ces médecins de pouvoir traiter leurs patients. Donc, quand on n'a pas accès à ces nouveaux médicaments et qu'il y a de la complexité à pouvoir introduire ces nouveaux médicaments, ça fait de sorte que ça impacte énormément notre position de leadership dans le secteur de la santé, dans le secteur hospitalier. Il y a deux trucs aussi. Et puis, il y a d'autres raisons. C'est aussi, ces compagnies étaient extrêmement actives sur les clinical trials qui se faisaient au Liban. C'est quoi un clinical trial? Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitements qui sont commercialisés. Ces patients ont l'opportunité de pouvoir être enrolled dans des essais cliniques. Et certains de ces essais cliniques peuvent donner des chances. Oui, donc ça, nous, je ne vais pas empiéter sur les médecins au Liban, comme il a précisé. Donc nous, on faisait partie, on intéressait les compagnies et les bureaux scientifiques, puisque c'est vrai, le Liban, c'est petit, donc pour le commerce, c'est petit, mais nous, c'était, si vous voulez, la page ou la première page de tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Donc un médicament qui marche au Liban va être distribué dans tout le Moyen-Orient, en Irak, surtout dans les pays du Golfe. Donc les études, c'est très important pour les médicaments innovateurs et c'est intéressant pour le pays, ça fait rentrer de l'argent et ça ne fait pas payer des médicaments aux malades. Donc comme ça, il a reçu un médicament innovateur sans le payer.
et ça nous met dans le système international innovateur et scientifique. Donc c'est très important pour nous, les bureaux scientifiques, pour nous médecins qui aiment les recherches, on aime toujours rester à la page. On va au congrès, maintenant on vient d'un congrès le plus important, l'ASH aux États-Unis, donc tu vois que tout le monde avance. Nous, on veut récupérer ce qu'on avait. C'est quand même difficile. On n'est plus l'hôpital du Moyen-Orient? Si ça revient un peu cette année, pour donner un peu plus d'espoir aux gens qui nous écoutent, c'est beaucoup mieux que les années précédentes. C'est ce que je dis tout le temps quand je suis chez Maurice. Je lui dis qu'aujourd'hui, on est au meilleur point de là où on était sur les 4 dernières années. Bien sûr. Ça c'est important de le préciser. Mais juste pour donner un exemple sur ce que Dr. Ça par effet d'adaptation? Hein? Par effet d'adaptation? Non, c'est par effet de progression. Par effet de Je progression. veux ajouter Ça, un seul c'est truc. Par effet de progression. Ça, Un bien. seul truc pour les compagnies et les bureaux Oui. scientifiques, ce n'est pas seulement les médicaments innovateurs. Par exemple, il y a des médicaments qui sont commercialisés. Ils ont des systèmes, les bureaux scientifiques, à aider financièrement les malades en besoin. Donc, comme ils faisaient la Sécu et tout ça, donc ils payaient une partie de médicaments. Et ça, on le perd. Ça s'appelle des Entry Management Agreements, où ça Oui. permet aux patients de pouvoir être supportés par ces multinationales pour avoir accès à leurs médicaments et avoir un support financier d'une manière ou d'une autre. Docteur Salom, pourquoi vous vous opposez au système Meditrack? Ah, il n'est plus avec nous. Ok. Non, mais Donc, je donc peux, on je a peux un répondre problème. à sa place. Donc, pourquoi Docteur Salom, les pharmaciens sont contre Meditrack? Meditrack, initialement, Oui. a été implémenté sur les médicaments d'oncologie qui sont dispensés principalement dans les hôpitaux Et subventionnés. et subventionnés et qui sont dispensés dans certaines pharmacies qui sont traquées par le ministère de la Santé. La raison est très simple, c'est que plus il y a de la transparence, plus il y a du tracking. On sait où le médicament, qui va acheter ce médicament, ou bien le circuit de ce médicament. Plus on peut s'assurer que ce médicament est arrivé au patient, que ce médicament a été proprement utilisé. La réticence de l'OPL sur le sujet de Meditrack était principalement due à des raisons logistiques et de non-readiness. Il n'était pas encore prêt logistiquement à pouvoir s'y intégrer, mais au niveau holistique, je pense que tout le monde favorise la transparence. Et on a besoin de transparence. Pas on a seulement besoin de les plus de transparence. pharmaciens étaient réticents au début, même les médecins. Donc nous, quelques-uns, on connaissait un peu le système puisqu'on est conseiller au ministère, mais les autres médecins avaient beaucoup de difficultés à faire le Meditrack. Maintenant, on trouve qu'il est mieux parce que, une des choses aussi, on voyait que nos médicaments subventionnés, ça se trouvait en Afrique, ça se trouvait en Syrie, puisque c'était vendu ailleurs. Et c'est un médicament subventionné, c'est donc de ta poche, de sa poche. Donc nous, on paye les impôts et les médicaments, on les trouve ailleurs. Docteur Salom, vous nous rejoignez de nouveau. Pourquoi vous êtes contre le système Meditrack? Eh bien, nous étions en faveur du système concernant les médicaments subventionnés par l'État pour mettre fin au trafic de ces médicaments vers l'étranger, comme a donc bien le système indiqué Meditrack. Dr. Bielz. Oui. C'est Docteur Peter. C'est Docteur Peter qui est avec nous. Oui, comme il a bien indiqué Dr. Peter, ce même système-là n'arrête pas l'afflux des médicaments falsifiés et contrefaits. Par contre, il favorise, ce sont des médicaments et ainsi que les pharmacies illégales. Je parle du Meditrack sur les produits non subventionnés. Nous sommes opposés contre ce système sur les produits non subventionnés. Par contre, nous étions en faveur de ce système sur les produits subventionnés. Car nous voyons que les pharmacies illégales ne cessent d'augmenter, les produits falsifiés dans le marché ne cessent d'augmenter. Ce système-là, sur les produits non subventionnés, c'est-à-dire qui ne sont pas payés par l'État, favorise ce système et ne met pas fin à ce problème-là. Donc votre problème, c'est au niveau de quels médicaments vont être ajoutés sur ce système-là ou bien suivis sur ce système-là. Pour vous, il faut seulement suivre les médicaments subventionnés et non pas les médicaments non subventionnés. Tout à fait. Nous, le point de divergence, c'est que au niveau de Meditrack, nous, on pense qu'on a intérêt
à avoir un tracking sur les médicaments, que ce soit pour les médicaments subventionnés et non subventionnés. Néanmoins, il est important que les pharmaciens puissent avoir le support logistique pour pouvoir faire ça, parce que c'est un projet titanesque. Aussi, quand il s'agit de Meditrack, Dr Saloum a mentionné quelque chose de très pertinent. C'est qu'il y a énormément d'organismes qui sont totalement extérieurs à tout système de contrôle. Nous, notre approche en tant qu'importateur, c'est d'avoir un système de Meditrack qui est mis en place et en parallèle un système qui a besoin aussi d'une certaine impulsion politique, il faut dire les choses comme elles sont, pour pouvoir contrôler tous ces organismes qui travaillent de manière parallèle ou en satellite de ce qui se passe. Parce que nous, ce qu'on dit tout le temps, Maurice, c'est que ce qui n'est pas contrôlé, on n'a aucune garantie dessus. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas contrôlé, on n'a aucune garantie dessus. Un élément qui est très simple. Il y a une pratique qui arrive, et quelque chose qui s'appelle un product recall. Ça veut dire qu'il ne faut pas penser qu'un fabricant n'a jamais, un problème sur les produits qu'il fait. À certains moments, il a besoin de... Je prends l'exemple le plus simple. Hein. À certains moments, il a besoin de retirer son produit du marché. S'il n'y a pas une chaîne de responsabilité qui est clairement définie, comment on retire le marché? Comment on s'assure qu'un produit qui a été identifié comme étant non conforme n'est pas administré aux patients? Donc, notre approche était de dire qu'on n'emboîte le pas sur Meditrack, tout en s'assurant que la logistique et l'infrastructure est prête pour que ça puisse être fait, tout en s'assurant qu'il y a une impulsion au plus haut niveau de l'État qui met un arrêt net à tout ce qui se passe de manière satellitaire. Vous dites quoi aux patients? Docteur Saloum, préparez votre réponse aussi, s'il vous plaît. Moi, je dis aussi la prévention est très importante. Les gens doivent faire de screening. Est-ce qu'il faut espérer? Il faut espérer, en termes de solutions, on va tous travailler ensemble, les importateurs, comme là j'ai évoqué. S'il y a des trucs qui manquent, il faut savoir pourquoi ça manque. Le ministère doit travailler, les médecins, vous, les médias, les pharmaciens. Donc, c'est un travail multidisciplinaire pour avancer. Mais quand même, il y a une petite avancée. Donc, très bien. Voilà. Nous, en termes d'importateurs, on est mobilisés, on est en coordination avec tous les différents stakeholders, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit le comité de la Santé au Parlement, pour essayer de s'assurer qu'on peut gérer au mieux la crise. Mais en même temps, on doit être extrêmement conscient que pour rebâtir un système de santé au Liban, il y a une ingénierie de fond qui doit être refaite sur la reconstitution de nos systèmes de santé et des tiers payants. Sans tiers payants, le système de santé reste dans une situation très précaire. C'est suite à une restructuration adéquate de tout cela, système. Je trouve la sécurité sociale, elle est très en arrière pour l'instant. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça n'avance pas du tout. Le ministère a beaucoup travaillé, même la coop a travaillé, mais la Sécu reste un peu en arrière. Mais je pense, on nous a dit hier, Dr Fayras Abiad aussi nous a dit que pour les traitements non subventionnés, ça va avancer. Docteur Saloum, il vous reste 20 secondes. Eh bien, je dis aux patients libanais de ne pas perdre espoir. Nous sommes sur le bon chemin. Nous avons toujours un corps médical et des pharmaciens qui sont bien qualifiés et en lutte acharnée. Bien voilà, moi je vous remercie, M. Joe Rayeb, Dr Peter Moon, Dr Joe Saloum, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci bien. Aujourd'hui, et mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur les réseaux sociaux. Au revoir.